Alors, nous sommes bien en direct. Bonjour à toutes et à tous. Au nom de l'Ecolab, dont l'équipe organisatrice du Meetup, la Green Tech Innovation, dépend et dont je fais également partie, nous tenions à remercier toutes les personnes qui participent à l'événement depuis mardi, que ce soit en présentiel et également en distanciel, et qui se sont connectés aujourd'hui pour cette toute dernière table ronde autour de la thématique santé-environnement. Juste avant de laisser la main à Karine Bocquet qui va animer notre table ronde, je vous rappelle que vous pouvez à tout moment poser vos questions dans le chat et nous y répondrons au cours de cette heure. Merci à vous et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci beaucoup pour cette invitation à participer à ces rencontres en fait sur les technologies vertes. Donc, je m'appelle Karine Bocquet, je suis sous-directrice santé, environnement, produits chimiques, agriculture à la Direction générale de la prévention des risques au ministère de la Transition écologique. Et nous travaillons avec mon équipe notamment sur les questions de prévention en matière de santé-environnement. Et nous vous proposons effectivement une table ronde sur la thématique de comment mieux utiliser la donnée au service des enjeux justement de prévention en matière de santé-environnement. Donc, pour aborder cette question passionnante, eh bien, on a choisi de mettre autour de la table des experts en fait de ces questions de données au service de la prévention. Donc, nous avons Dominique Pou qui est de la start-up AXDO, pardon, qui pourra s'exprimer sur le point de vue en fait de ces acteurs particuliers que sont les startups au service de ces données. Sébastien Denis qui est directeur environnement travail au niveau de l'Agence nationale de santé publique France. Martine Ramel qui est responsable du pôle risque et technologie durable au niveau d'un acteur qui est l'Ineris. Et puis, nous avons également les collègues comme Marine Ramon, chef du Green Data for Health de Ecolab, qui est aussi au ministère de la Transition écologique, qui parlera de ce projet en particulier. Donc, en fait, la thématique de la table ronde qui pose le sujet en fait de la donnée au service des enjeux de prévention en matière de santé et environnement, c'est un sujet qui nous est très cher en fait dans les administrations centrales qui conçoivent les politiques publiques pour encadrer la prévention en matière de santé et environnement. Notamment parce qu'on a des enjeux très forts sur ces sujets de santé et environnement. On a des enjeux d'attente sociétale importants parce que nos citoyens sont en attente d'un environnement plus favorable à la santé au sens d'une seule santé, la santé, notre santé à nous, santé humaine, mais aussi la santé animale, la santé des écosystèmes, puisque tous ces systèmes de santé sont liés. Les enjeux sanitaires sont importants puisque, par exemple, on peut dire que 40% des cancers sont évitables, avec notamment les cancers qui sont liés à des facteurs environnementaux, notamment des expositions environnementales dans notre quotidien, dans nos objets du quotidien. On a, par exemple, dans les autres chiffres clés, 400 000 décès par an prématurés liés à la pollution de notre air extérieur en particules fines, par exemple. Donc, on a des enjeux sanitaires importants, des enjeux environnementaux aussi, de contamination, notamment de substances chimiques dans l'environnement, puisqu'on a des activités humaines importantes, on a des objets de consommation importants aussi. Donc, tous ces enjeux font qu'on a des politiques publiques qui encadrent cette prévention, notamment le plan national santé-environnement, qui est une politique copilotée avec le ministère de la Santé. Et en fait, cette politique publique qui prévoit un certain nombre d'actions, eh bien, on a besoin en fait de s'appuyer, quand on est décideur public, on a besoin de s'appuyer sur des données, sur de l'analyse de données, à la fois pour mieux comprendre les mécanismes, les liens entre les facteurs environnementaux et les facteurs de santé, pour mieux agir. On a besoin aussi de données pour vérifier l'efficacité de nos actions. Et donc, pour ça, on va s'appuyer sur des acteurs, parce que l'État produit des données, mais enfin, n'est pas beaucoup. Et puis, en tout cas, l'expertise est aux mains d'autres acteurs. La mobilisation des données est aux mains d'autres acteurs, des acteurs comme des agences nationales comme Ineris ou Santé publique France, mais aussi des acteurs des startups. Et donc, c'est important d'avoir ce point de vue aussi et de mobiliser en fait ces acteurs particuliers au service de la donnée en matière de santé environnement. Alors, on va commencer par un premier tour, on va dire, de pistes sur un premier volet du sujet de la donnée au service de la santé environnement. D'abord, pour peut-être mieux comprendre quels sont en fait finalement les enjeux de collecte, comment on produit la donnée pour accéder à la connaissance sur les expositions et sur les pathologies, comment les acteurs que nous avons autour de la table travaillent au quotidien sur cet aspect-là de collecte et de production de données au service de l'expertise.
Et donc, je vais déjà me tourner en premier lieu auprès de Sébastien. Si Sébastien, tu peux nous en dire un petit peu plus au niveau d'un acteur comme Santé publique France. Merci Karine et pardon. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, merci de l'invitation pour cette discussion autour des données en environnement et en santé. Alors, Santé publique France, tu l'as dit Karine, hein, c'est l'Agence nationale de santé publique. Donc, la mission première de l'agence est de surveiller et protéger la santé des populations par la mise en œuvre de mesures de prévention et d'éducation à la santé, mesures qui se fondent sur des données scientifiques, des données probantes. Et l'agence, dans le champ de ces données, est bien sûr compétente pour produire des indicateurs de santé humaine. Donc, on surveille un ensemble de pathologies, qu'il s'agisse de pathologies chroniques ou infectieuses, et donc on a l'expertise sur la production de données de santé humaine. Sur le champ de la santé environnement, notre action est de bien comprendre la part des déterminants environnementaux dans l'expression de ces événements de santé. Et vous savez que pour certaines nuisances environnementales, le lien est assez bien établi, hein. Tu as cité par exemple le cas de la pollution de l'air et le lien sur la santé. Sur d'autres nuisances comme l'exposition aux substances chimiques, ce lien est beaucoup plus compliqué à établir. Donc, par rapport à l'utilisation des données environnementales, notre action consiste également à travailler avec un réseau d'acteurs comme l'INERIS, par exemple, ou l'ANSES, ou les ASQA, les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, qui vont permettre de faire de la mise en relation entre les données que ces acteurs obtiennent sur des compartiments environnementaux ou alimentaires, parce qu'il ne faut pas oublier aussi la contribution de l'alimentation à nos expositions, et les événements de santé que nous, on produit. Donc, je vois 3 exemples qui peuvent être peut-être présentés ici au cours de cette table ronde, mais très rapidement. Tout d'abord, des exemples qui visent à mettre en relation des données d'exposition. Donc là, on ne parle pas d'impact sur la santé, on parle vraiment d'exposition, exposition externe, donc exposition dans les sols, par exemple, exposition dans l'air, exposition dans des eaux qui seraient contaminées, et des données d'exposition biologique, donc là qu'on collecte à Santé publique France par le biais du programme national de biosurveillance qui consiste à aller mesurer dans la population française la présence de substances chimiques dans l'organisme chez les adultes et chez les enfants. Donc ça, c'est un premier exemple où on essaye de mettre en relation ces données d'exposition biologique à des données de mesure dans l'environnement, sol, eau, air ou alimentation, dans l'objectif d'identifier, puisque bien sûr c'est un objectif, d'identifier les voies d'exposition qui contribuent à l'imprégnation des populations. L'identification de ces voies d'exposition nous permet, dans le cadre de notre rôle d'appui aux politiques publiques, d'identifier des voies d'exposition pour lesquelles il faut mettre en place des mesures de gestion, en particulier des mesures de gestion et de mesures de réduction des expositions. Par exemple, si on se rend compte qu'un polluant est fortement déterminé par un compartiment alimentaire, on va mettre en place des mesures de gestion sur ces aliments. Le deuxième exemple, c'est quantifier les impacts. Donc là, on rentre vraiment dans la mise en relation entre des données, des données environnementales et des événements de santé. Donc le meilleur exemple que j'ai en tête, c'est celui de la pollution atmosphérique, où on s'appuie sur les données des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air pour pouvoir faire le lien entre pollution particulière et mortalité. D'où les productions que Karine a déjà citées, de 40 000 décès par an, qui sont des estimations quantitatives d'impact sanitaire, où là, on peut effectivement, parce qu'on a des protocoles standardisés de surveillance de la qualité de l'air et un réseau de laboratoires qui respectent des procédures d'acquisition des différents paramètres, on peut mettre en relation ces données d'exposition et sur la mortalité. Donc là, ça concerne une voie d'exposition. Donc c'est un domaine d'application, de quantification d'impact par rapport à une voie d'exposition qui est l'inhalation et par rapport à la pollution de l'air. Le troisième exemple d'utilisation de ces croisements de données, c'est l'identification d'hypothèses quand on a une pathologie qui peut être liée à la superposition en fait de voies d'exposition. Donc, si on veut agréger des voies d'exposition, on ne parle plus uniquement de pollution de l'air, mais on parle d'un cumul d'exposition et qu'on veut agréger ces différentes voies pour faire le lien avec des pathologies. Là, on va devoir franchir une étape supplémentaire qui est l'agrégation en fait de plusieurs bases de données qui sont des bases de données sur l'air, qui sont des bases de données sur l'eau, qui sont des bases de données sur les sols et qui vont devoir être combinées en fait pour pouvoir être utilisées
pour pouvoir faire ces rapprochements entre état de l'environnement et indicateurs de santé. Alors évidemment, croiser les données, c'est bien dans un objectif de santé publique et de prendre des mesures de réduction des expositions ou faire émerger un certain nombre d'hypothèses étiologiques en fait, mais il faut aussi avoir et assurer qu'on a l'expertise aussi pour le faire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas croiser tout et n'importe quoi, que derrière ces croisements, il faut qu'il y ait une véritable expertise scientifique pour pouvoir juger à bon escient des croisements qu'il est possible de faire. Karine, il faut remettre ton micro. Pardon. Merci pour cette intervention, Sébastien, qui met beaucoup de points importants en lumière, et notamment le sujet aussi de ou la pluridisciplinarité, le fait de mobiliser un cercle d'acteurs importants pour travailler justement à l'appariement de ces données, à l'interface de ces données au service finalement de l'accès aux connaissances pour mieux agir en matière de prévention. Et du coup, notamment, tu as évoqué l'importance de l'accès et de l'appariement avec les données de mesure dans les milieux. Et donc, je vais passer la parole à Martine Ramel de l'INERIS, qui va pouvoir nous parler un petit peu de la manière dont ça se passe à l'INERIS, qui est un acteur incontournable sur les questions de données environnementales. Oui, bonjour à tous. Merci Karine. Et effectivement, l'exposé introductif là, de Sébastien était particulièrement précieux pour bien mettre en avant l'enjeu qu'il y a aujourd'hui à mobiliser les données environnementales de façon pertinente. Et bien évidemment, pour un institut comme l'INERIS, dont la principale mission est de développer une expertise de référence en appui aux politiques publiques en prévention des risques, la production et l'utilisation des données environnementales en particulier est bien évidemment au cœur des préoccupations. Je voudrais insister sur un point en particulier qui d'ailleurs était sous-jacent effectivement dans les quelques exemples de Sébastien, et donc merci beaucoup Sébastien pour ces exemples d'introduction. On voit bien aujourd'hui qu'on a une accélération sans précédent, et les échanges de ces 2 journées le montrent aussi. On assiste vraiment à une accélération des possibilités de traitement et d'analyse des données, finalement des données quelles qu'elles soient. Et ça ouvre en fait des perspectives tout à fait enthousiasmantes pour justement progresser dans ces compréhensions des liens entre la qualité de nos environnements et la santé des populations. Et c'est bien l'ensemble de la vie de la donnée, de sa production à son exploitation, qui fait effectivement l'objet de nombreux travaux à l'INERIS. Mais finalement, ce que je voudrais illustrer aujourd'hui auprès de vous, c'est en fait de bien distinguer à la base qu'est-ce qu'on manipule comme données environnementales quand les données sont mises à disposition dans des bases de données, et en particulier de distinguer les données ponctuelles, foisonnantes, ultra importantes en nombre, et en spécificité, et les données dites de surveillance environnementale, parce que dans les 2 cas, finalement, ça répond à des processus et à des demandes finalement très différentes, et je pense que c'est important d'avoir cette distinction en tête. Dans le premier cas, on est en fait dans le domaine de la production de connaissances, et dans le domaine de la santé-environnement, il s'agit de quoi? Il s'agit de caractérisation physico-chimique des milieux d'exposition. Sébastien Denis en a parlé, de détermination de sources de pollution, de mesures de rejet à partir des différentes sources de pollution, de mesures d'indicateurs biologiques dans les milieux. Il peut s'agir aussi de données sur les effets des substances, des données de toxicologie, des données d'écotoxicologie des substances, qui sont par exemple rassemblées dans le portail substances chimiques de l'INERIS. Et l'ensemble de ces travaux sont extrêmement nombreux, produits par des acteurs très différenciés et également extrêmement nombreux, des acteurs privés, des acteurs publics, dont fait partie l'INERIS. Donc toutes ces données, bien évidemment, nous les produisons dans le cadre de nos missions.
Et il peut s'agir de résultats de travaux de recherche, de résultats de diagnostics à l'initiative d'acteurs de collectivités locales, d'acteurs industriels. Et il y a effectivement tout un ensemble d'initiatives à l'heure actuelle pour essayer de rassembler toutes ces données qui sont souvent dispersées, qui sont souvent totalement inaccessibles finalement à une exploitation globale. Et toutes ces initiatives sont effectivement les bienvenues et c'est tant mieux qu'on puisse aller vers une meilleure exploitation, une meilleure bancarisation, une meilleure exploitation de l'ensemble de ces données. Et puis, aux côtés de tout ce corpus finalement de connaissances, il y a ce que j'appelle les données de surveillance environnementale qui sont quant à elles produites régulièrement, depuis souvent assez longtemps, mise à disposition le plus souvent en continu, selon une périodicité définie qui permet en particulier de constituer des séries temporelles qui sont extrêmement précieuses dans le domaine santé-environnement et qui souvent correspondent à des données qui sont produites dans un cadre réglementaire qui repose sur des obligations au niveau national ou au niveau européen. À l'INERIS, par exemple, nous accueillons et nous restituons auprès de la Commission européenne les données de surveillance de la qualité de l'air. Je crois qu'en particulier, elles ont été effectivement citées dans la présentation de fin de matinée de Green Data for Health, ou par exemple également donc, les données d'émissions dans les différents milieux d'émissions des installations classées dans le cadre de l'application de la directive relative aux émissions des installations classées. Et dans tous les cas, dans toutes les logiques de production de l'ensemble de ces données, toutes ces données doivent être accompagnées en amont de références méthodologiques qui concernent les stratégies, les protocoles d'élaboration de ces données, les formats de restitution in fine. C'est totalement indispensable d'avoir ces informations. Et là aussi, je sais que le Green Data for Health donne l'objectif de tracer toutes ces informations. Et ces données en aval doivent également être associées à des informations en termes de représentativité, en particulier la représentativité spatio-temporelle, et associées à des métadonnées qu'il faut définir en amont pour qu'elles soient effectivement efficaces. L'autre point qui nous occupe beaucoup et qui occupe une unité d'experts à part entière au sein d'INERIS, c'est qu'une fois que ces données sont produites au sein des différents organismes, par les différents acteurs, leur collecte, leur consolidation, leur bancarisation avant la mise à disposition et avant la diffusion doit également mobiliser une expertise tout à fait spécifique en gestion de la donnée. Cette expertise, en fait, est souvent assez peu visible, mais elle est tout à fait indispensable, non seulement pour faciliter l'utilisation de la donnée, mais bien souvent uniquement pour la rendre possible, en fait, l'utilisation. Et c'est aussi un point, effectivement, qui est très, très, très important. Il s'agit, en fait, à ce niveau-là, d'intégrer dans la chaîne de production, exploitation, mise à disposition des étapes de contrôle, des étapes de mise en conformité avec des référentiels géographiques, des référentiels techniques, et puis d'assurer donc une diffusion adaptée aux différents contextes d'utilisation. Et on voit bien, effectivement, je pense, entre les deux prismes d'attaque de la question, que le défi est bien, en effet, de permettre actuellement, mais peut-être encore plus à l'avenir, parce qu'en effet, on va avoir des possibilités qui vont se démultiplier, de permettre une utilisation pertinente des données qui sont rassemblées dans les bases de données rendues publiques ou mises à disposition d'un certain nombre d'acteurs pour réaliser des analyses statistiques, des analyses spatiales, des analyses croisées avec les populations. Et à cette fin, donc, le défi va aussi être de produire des méthodologies robustes d'élaboration d'indicateurs, des méthodologies d'analyse dans des contextes particuliers et pour répondre à chaque fois à des objectifs parfois différents, mais cohérents dans leur ensemble, les demandes des pouvoirs publics en santé-environnement.
Alors, merci beaucoup Martine pour cette illustration très pédagogique et très complémentaire à celle de Sébastien, qui montre aussi le positionnement d'acteurs comme les agences, les instituts nationaux que vous représentez, et qui pose les questions des défis à relever en matière d'usage pertinent de la donnée. Et on voit qu'il y a tout un tas de questions d'exemplarité, méthodologique, de collecte, de production, de configuration au service de l'expertise. Mais du coup, effectivement, ces questions-là ne sont pas uniquement que du registre de ces agences que vous représentez, mais il y a aussi d'autres acteurs importants. Et je vais donc passer la parole pour compléter ce tour de table des regards croisés à Dominique Pou, qui représente la société AXDO, qui va pouvoir nous illustrer un petit peu aussi concrètement ces questions-là, et notamment à travers les expériences, les projets que vous développez, et qui portent notamment sur un sujet qui nous est cher à la DGPR, les sols, la thématique des sols, des friches, l'exposition des sols, qui sont des milieux d'usage où on a besoin souvent d'avoir une connaissance un petit peu fine des risques qui sont associés à ces objets-là. Merci. Bonjour, merci de m'avoir invité. Donc, AXDO, on est lauréat de la dernière promotion de Green Tech Innovation, et on travaille effectivement sur les données liées au sol, polluées ou non polluées, sur les nappes et l'air du sol, mais dans le cadre de projets immobiliers et de construction. Donc, à tout ce que vous avez dit tout à l'heure, nous, on rajoute des données, c'est les données du bâtiment, c'est le design architectural du bâtiment, et aussi l'utilisation qui est à l'intérieur. Donc, déjà, il y a beaucoup d'études qui sont faites, et donc j'en rajoute d'autres, les études géotechniques, les études de stabilité, toutes les études qui se rapportent au sol. Et la problématique, c'est ce sont des études qui sont souvent complémentaires, indépendantes des unes des autres. Et au bout d'un moment, on a du mal à avoir une vision globale du projet entre les données de pollution, les données d'usage, les données de construction, les données de réalisation et le futur du bâtiment. Et donc, l'objectif d'AXDO, il est simple et compliqué à la fois, c'est permettre à chaque intervenant d'un projet d'enrichir le projet avec ses données propres et aussi d'enrichir son travail à lui avec les données des autres participants. Alors, on parle souvent de collaboration, et la collaboration, ça commence avec la compréhension de l'autre. Et là, on a une grande chance maintenant avec le digital, c'est que, par exemple, on remplace les tableaux par des graphiques, des visuels, mais aussi justement le digital, comme on arrive à croiser des données issues de divers milieux, on peut enfin avoir une vision globale d'un projet et comprendre mieux les contraintes des uns et des autres. Et puis il y a aussi le digital, comme si toutes les données sont digitalisées, on peut enfin croiser et voir des interactions que l'on ne soupçonnait pas avant. Et dans un projet immobilier, ça va très vite la production de données, puisque sur un sondage avec les analyses, ça représente des centaines de données, et multiplié par des dizaines de sondages par projet, on a tout de suite des milliers de données à gérer, et c'est un petit peu compliqué. Alors, je vais vous parler un petit peu de notre expérience, parce que malgré notre jeune âge, alors je parle d'AXDO, je ne parle pas des fondateurs d'AXDO, on a eu quelques retours d'expérience sur l'acquisition de données que vous avez sûrement vécu par ailleurs. Et donc, on travaille sur des rapports existants et on a déjà eu pas mal de difficultés pour récupérer les données. Alors, je vous passe les erreurs de saisie ou de ressaisie, les mauvais usages de référentiels, et je n'oublie pas non plus les fautes d'orthographe. Mais on a une chance quand même, c'est que tout ce que vous avez produit avant, dont vous avez parlé, l'INERIS et la santé, c'est assez réglementé, c'est assez structuré, et quand il y a des erreurs, on arrive à croiser différentes données pour voir d'où vient l'erreur. Et je voudrais aussi vous parler de quelque chose sur la différence entre les données et les informations. On parle beaucoup de données. Moi, j'aimerais bien parler aussi d'information, parce que la donnée est une mesure et l'information, c'est quand la donnée est associée à un contexte. Par exemple, si je vous dis 40 degrés, si c'est la température d'un enfant, c'est grave. 40 degrés, si c'est la température de l'eau pour faire cuire les pâtes, c'est moins dangereux. Mais si on se rapproche des sols pollués, on va parler d'un sol avec 5000 ppm d'hydrocarbures. 5000 ppm, c'est 10 fois le seuil de déchets inertes pour les hydrocarbures. Et pourtant, tous les jours, on marche sur des trottoirs où il y a 50 000 ppm d'hydrocarbures, 100 fois la norme. Et vous voyez, donc à partir d'un chiffre, si c'est un sol classique, ça peut être dangereux. Un trottoir, la problématique n'est pas la même. Et donc, pour compléter tout ce que vous avez dit, moi, je suis d'accord avec vous que les données doivent être interprétées par des spécialistes, des experts de chaque domaine, qui eux-mêmes vont les transformer en information et qui après pourront être diffusées.
Voilà, pour la première partie, je vous laisse la main. Merci beaucoup pour ce premier tour un peu de table. Karine, on a beaucoup parlé des enjeux. Karine, excusez-moi, oui, je vais vous passer la parole en fait. Oui, je vais vous passer la parole, mais d'abord, je conclue un petit peu sur cette, sur cette partie-là en fait. C'est de préciser qu'on a fait ce premier tour de piste pour aborder un peu les grandes questions en matière de comment on collecte, comment on produit de la donnée, les questions méthodologiques, les enjeux associés et les perspectives d'usage. Alors justement, Carole, je vous passe la parole pour notamment pour illustrer comment en fait on a pu configurer au sein de notre ministère et aussi en lien avec le ministère de la Santé qui a un projet miroir, cette idée un peu très innovante d'ailleurs, de plateforme qui collecte des bases de données en matière de santé-environnement, enfin d'environnement, les données environnementales. Et je vous laisse du coup présenter ce fameux Green Data for Health. Merci beaucoup, Karine. Donc, moi, c'est Carole Dorfin, directrice des partenariats pour le Health Data Hub, côté santé, voilà, donc plateforme de données de santé. Et donc, effectivement, du coup, pour le volet, peut-être, et compléter toute la perspective, du coup, santé-environnement. Côté volet de santé, c'est vrai qu'en France, on a la chance d'être doté d'une des bases de données médico-administratives les plus volumineuses au monde, qui est liée au remboursement des actes et des soins des bénéficiaires de l'ensemble des régimes d'assurance maladie obligatoire, qui est le système national des données de santé. Donc ainsi, les bases de l'assurance maladie, du PMSI, donc des hôpitaux et des différents actes hospitaliers, la base des causes médicales de décès, CEPI-décès, sont des sources d'informations majeures pour les chercheurs qui souhaitent mieux comprendre le développement de certaines pathologies sur tout un parcours, parce que ça nous permet d'avoir finalement le suivi et les différents événements à différentes étapes de la vie d'un patient, des différentes pathologies, copathologies, et qui seront enrichies à l'avenir par d'autres bases de données peut-être plus médicales, d'imagerie, biologique, sur des thématiques particulières qui vont permettre d'avoir finalement des sets de données assez complets sur des parcours patients qui pourront être tout à fait pertinents effectivement à croiser avec des bases de données environnementales. Donc, l'enjeu aujourd'hui, effectivement, dans l'accès à ces données de santé, et je pense qu'on a des enjeux bien sûr communs, c'est de réduire le délai d'accès à ces données pour multiplier les projets impactants. Et donc, c'est un peu dans ce contexte-là que le Health Data Hub a été créé fin 2019. Donc, c'est une structure publique dont la mission est de faciliter l'accès à ces données de santé aux projets d'intérêt public dans la continuité de l'ouverture du système national des données de santé en 2016. Donc, l'accès à ces données, évidemment, il est très réglementé et il demande d'être validé par un comité d'éthique et évidemment de protéger les droits des patients avec notamment la CNIL. Donc, finalement, le Health Data Hub a ici pour vocation de renforcer les connexions entre les différents acteurs de l'écosystème et au-delà de son écosystème santé, comme on le fait aussi aujourd'hui avec les acteurs santé-environnement, pour favoriser les projets transverses, être à l'écoute aussi de la société civile et co-construire une culture de la donnée de santé et du coup aussi de santé-environnement par cette occasion, avec une offre de services qui permet d'avoir un guichet unique sur les données de santé en France, un accompagnement des porteurs de projets dans les démarches d'accès et de réutilisation de ces données, un accès à une plateforme sécurisée également à l'état de l'art où à la fois les porteurs des bases de données finalement, qu'elles soient santé, qu'elles soient environnement, eh bien, puissent être travaillées potentiellement en chaînage avec ces données de santé pour répondre à des problématiques d'intérêt. Donc aujourd'hui, en tout cas, le partenariat entre le Green Data for Health et le Health Data Hub, il nous semble aujourd'hui assez prometteur et au-delà avec tous les acteurs de environnement santé pour finalement rendre compte des liens existants et qui ont été très bien décrits par les experts autour de la table entre les expositions environnementales, les pathologies humaines, pour améliorer les connaissances sur l'impact sanitaire des facteurs environnementaux pour mieux prévenir finalement la santé des populations. Voilà. Merci Carole pour cette illustration sur la partie effectivement données de santé en interface avec les données environnementales et donc le Green Data for Health. Donc peut-être qu'on abordera à la suite de ce deuxième temps d'échange justement le cas particulier du Green Data for Health.
Je vais donc poursuivre avec des questions qui vont maintenant porter en fait davantage sur la question des usages finalement de ces données, la question des partages de données. Et pour partager des données, il faut créer des interactions, des collaborations entre les acteurs, puisqu'il y a des acteurs producteurs, des acteurs experts, des acteurs gestionnaires de risques, et même des acteurs qui sont les citoyens et qui de plus en plus demandent d'avoir accès à des informations, à des données pour mieux comprendre leur environnement et leur santé. Donc, je vais passer la parole à Sébastien qui peut-être tu peux nous parler un petit peu de l'intérêt des collaborations entre les acteurs et comment ça se passe à Santé publique France. Merci Karine. Alors au-delà de ce qui se passe à Santé publique France, je pense que les différents intervenants, là, on a tous souligné l'intérêt de mener des collaborations et là, on parle de mettre en relation des données de santé et des données environnementales. On a l'impression que c'est deux communautés, mais à vrai dire, au sein de ces communautés, c'est une multitude d'acteurs qui contribuent à la production de la donnée. Et donc, l'intérêt, c'est vraiment d'arriver à faire collaborer ces acteurs entre eux. Donc, on est vraiment dans une logique interdisciplinaire s'agissant de santé d'un côté et d'environnement de l'autre. Et au sein de l'environnement, on a aussi beaucoup de disciplines, surtout si on se situe, Karine, comme tu le disais, dans une approche une seule santé, où on a santé humaine, mais on a aussi la santé des écosystèmes qui potentiellement, en fait, peuvent être intégrés à cette dimension-là. Donc, ça, c'est un vrai défi en soi, c'est-à-dire de pouvoir faire interagir des communautés, puisque je pense que c'est Monsieur Pou qui l'a dit par le biais de ces exemples, c'est que il faut qu'on se comprenne en fait pour savoir quels sont nos objectifs spécifiques et ce vers quoi, de manière commune, on veut tendre, c'est-à-dire de comprendre le lien entre l'environnement et la santé. Je pense que donc ce sont des étapes à franchir, des leviers à lever, et je pense que le Green Data Forest et le Health Data Hub, chacun dans leur domaine, sont des véritables opportunités pour progresser, puisque combiner des données d'environnement et de santé, on n'a pas attendu cette table ronde pour en discuter. Ça fait 20 ans à peu près qu'on souhaite croiser des données environnementales et des données de santé pour mieux comprendre la part étiologique de l'environnement sur les éléments de santé. Donc là, c'est des vraies opportunités qui doivent nous faire progresser l'appropriation des données par les différents acteurs qui interviennent. Je pense qu'il y a un principe qui peut être un principe de base pour l'ensemble des données, c'est d'avoir des plateformes de données qui soient construites selon le principe FAIR, F-A-I-R, donc facilement des données qui soient faciles à trouver, qui soient accessibles, qui soient interopérables et qui soient réutilisables. Donc, ce qui veut dire que pour l'ensemble des champs auxquels on s'intéresse, il faut construire les bases de données dans cette optique-là. Donc, ce qui implique déjà, en fait, le fait de monter une marche, c'est-à-dire que des données de qualité des milieux, lorsqu'elles sont faites pour mesurer la qualité des milieux, ne sont pas forcément des données adaptées à caractériser des expositions humaines. Par exemple, si on prend la qualité des sols, la qualité d'un sol agricole, on va la mesurer en général avec des prélèvements qu'on va faire à 30 cm de profondeur, alors que le sol vis-à-vis de l'exposition humaine, c'est souvent les couches de surface entre 0 et 5 cm que la communauté, qui intéressera la communauté des évaluateurs de risque. Donc, rien que sur le domaine sol, déjà là, on a une problématique de mettre en cohérence en fait les différents indicateurs ou les différentes données qu'il faut acquérir. Et donc, évidemment, dans une optique aussi de rationalisation des moyens publics, il faut pouvoir aussi, à partir d'un échantillon, pouvoir peut-être répondre à différentes utilisations, ne pas oublier les utilisations sectorielles, mais aussi aller vers des utilisations de santé. Donc, il y a toutes les contraintes aussi que Carole a mentionnées autour de évidemment de la protection s'agissant des données de santé, de l'anonymat, les questions éthiques aussi, et sur les croisements de données, je pense qu'il y a une part éthique qui est vraiment très importante, et merci Carole de l'avoir souligné. Je pense que sur la partie environnementale, et on le voit, nous, lorsqu'on doit être saisi, lorsqu'on est saisi, par exemple, on a été saisi au décours de l'accident qui a eu lieu en septembre 2019 sur les sites Lubrizol et Normandie Logistique, on doit travailler avec les acteurs de l'environnement pour pouvoir interpréter d'un point de vue de l'exposition humaine l'ensemble des prélèvements environnementaux qui sont menés. Et on a tout simplement des petites difficultés parce que les référentiels GPS, par exemple, n'étaient pas identiques d'un opérateur à l'autre. Donc ça, c'est vraiment basique, mais c'est concrètement ce que nous, on observe au quotidien et qui donc, j'espère, avec l'opportunité Green Data Forest, pourrait être amélioré parce que si on n'a pas la base, en fait, derrière, pour nous, c'est
hyper compliqué d'aller combiner ça à des données de santé ou à des données d'exposition humaine. Donc, c'est vraiment des petites choses, mais on est là dans le registre de comment on protocolise en fait les prélèvements de manière à ce que chaque opérateur puisse faire un prélèvement qui servira à l'autre, et notamment si on parle d'un objectif qui est orienté sur la santé humaine, puisque la santé humaine en fait est en bout de chaîne en matière d'exposition. Voilà ce que je voulais dire sur cet aspect-là. Donc, pour moi, vraiment, ce sont des opportunités. Martine l'a dit, on va être amené aussi à traiter de plus en plus de données, donc données qui sont produites par les services publics. Et tu l'as dit, Karine, des données aussi produites par les citoyens exposés. C'est-à-dire, on a de plus en plus d'associations, de citoyens qui font leurs propres prélèvements, qu'il s'agisse de prélèvements environnementaux ou d'ailleurs de prélèvements d'analyse biologique. Il est indispensable, si on veut pouvoir ajouter ces données au corpus de données que nous, on analyse, que ces données-là soient également acquises selon des protocoles scientifiques rigoureux, des gold standards et avec des voies possibles d'interprétation. Ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement aujourd'hui, et que donc évidemment sur le fait d'intégrer ces données-là dans le corpus de données qui sont acquises via le système réglementaire ou via les protocoles de recherche qui passent au crible des appels à projets de recherche, il y a un rôle aussi il y a un enjeu en termes de protocolisation et de standardisation des protocoles de manière à ce que la donnée puisse être utilisée. C'est fait dans d'autres secteurs. Si on parle du radiologique, l'IRSN, depuis longtemps, implique des citoyens dans la mesure des niveaux de radioactivité dans l'environnement. Donc, ça existe. Donc, il faut qu'on arrive à le faire pour d'autres secteurs. Je pense que c'est hyper important. Donc, moi, vraiment, j'insiste sur le fait que ces deux initiatives, Green Data for Health et Health Data Hub, sont pour moi des opportunités, en fait, pour arriver à lever les difficultés qu'aujourd'hui on rencontre et de manière à aussi permettre d'augmenter le corpus de connaissances en fait avec le recours, pourquoi pas, à l'intelligence artificielle dans l'optique de gérer ces bases de données de grande ampleur avec des effectifs extrêmement importants. Et effectivement, l'intelligence artificielle est une voie prometteuse aussi pour pouvoir accélérer les traitements et développer des techniques innovantes. Voilà. Merci Sébastien. Comme le temps file, je laisse la parole à Martine pour que tu puisses un petit peu nous donner ton point de vue sur justement ces deux perspectives, Green Data for Health et Health Data Hub, et effectivement qui illustrent bien l'importance de pouvoir connecter ces données de santé, données de l'environnement, à travers la question des collaborations. Ton micro, Martine. Merci. C'est mieux. Je vais éviter, du coup, ça prendra moins de temps de redire tout ce que Sébastien vient d'expliquer, parce que je pense qu'en fait, j'aurais pu redire exactement la même chose, et ce qui montre bien qu'effectivement, les collaborations existent depuis longtemps sur ces sujets, en particulier avec entre experts et j'allais dire, entre acteurs publics, sans doute de façon encore plus historique. Et l'enjeu là maintenant va bien être effectivement de se frotter à tous les nouveaux acteurs en fait qui arrivent dans le domaine, et encore une fois qui ne vont faire que de multiplier en fait les informations, et je pense qu'il faut s'en féliciter. On est vraiment à un tournant à ce niveau-là, au niveau des pratiques en matière d'exploitation de la donnée. Donc, il y a bien effectivement cette histoire en particulier aussi de production des données par les citoyens. De ma fenêtre, il va falloir prendre et profiter effectivement de toutes ces richesses. Et oui, je ne redirai pas ce que Sébastien a parfaitement exprimé sur les opportunités de Green Data for Health, et je pense qu'en effet, ça va permettre beaucoup de progrès et beaucoup d'opportunités. J'insisterai du coup sur 2 points. L'importance je l'ai dit effectivement dans mon propos introductif, sur l'accompagnement de la donnée en amont sur les protocoles, en aval sur les informations associées. Je pense qu'il y a un point
très important sur lequel il ne faut pas qu'on lâche dans les instituts d'organismes, c'est le traitement des incertitudes. Et le traitement des incertitudes à la base, quand on produit la donnée, et sur toute la chaîne. Et le maître mot pour moi doit continuer à être la transparence vis-à-vis de ce qu'on fait, quoi. La transparence et la multiplication des informations sur la donnée qui est mise à disposition, et la mise en avant donc des incertitudes, des limites, voilà, et de communiquer en fait autour de ce qui est produit, de ce qui est diffusé. Et je sais que c'est effectivement donc une des fortes préoccupations effectivement du Green Data for Health. Voilà, peut-être. Merci Martine. Très, très rapidement. Merci Martine pour ces informations du coup, qui complètent bien le paysage de ces enjeux. On va terminer sur la partie justement de ces enjeux en matière d'innovation dans la construction des liens entre données de santé et données sanitaires, notamment avec peut-être le volet qu'on n'a pas encore abordé, mais que Dominique devrait aborder sur le sujet finalement de l'approche de la territorialisation, le fait d'avoir peut-être d'aller jusqu'à la localisation géographique d'une part, et puis toute la voie de développement de l'intelligence artificielle, où là, les startups sont toujours très attendues. Oui, alors sur la localisation des données, comme M. Denis le disait, c'est très important parce que si la seule information qui permet de rassembler deux données, c'est leur localisation géographique. Même à travers le temps, si elles ne sont pas au même endroit, il n'y a que ça qui nous permet de rassembler les données, mais aussi par rapport au projet de l'architecte, par rapport à l'historique du site, par rapport à tout ça. Donc, c'est super important. Et nous, c'était le premier module qu'on a développé, c'est un outil de conversion de données. Parce que quand vous récupérez des données comme place Paris au niveau de Madagascar, au niveau du cercle polaire, vous vous dites qu'il y a un souci. Et concernant l'intelligence artificielle, je reviendrai un petit peu sur la formalisation des données ou le formatage des données. Je comprends en tant que scientifique qu'avoir des données bien carrées, c'est important, mais il ne faut pas négliger tous les aspects à côté qui sont le ressenti, qui sont des petites choses à côté. Je le vois souvent dans les rapports de sol. Il y a des petits détails qui informent qui donnent beaucoup plus d'informations que la valeur en elle-même. Et c'est là où il va falloir profiter de l'intelligence artificielle parce qu'avec des photos ou des films, on pourra extraire on pourra extraire des données dans des photos, dans des documents qu'on n'utilisait pas avant. Sur un sol, on peut avoir des données sur le sol, puis quand on regarde l'image, on s'aperçoit que c'est un sol qui peut être valorisé derrière, ou finalement c'est une autre raison que la mesure en elle-même. Et ça, c'est l'intelligence artificielle qui permettra de faire ça, quoi. Fouiller dans d'autres bases de données, dans d'autres documents. Et il faut aussi, donc je reviens sur la saisie des données, laisser de la liberté aux gens un petit peu dans la saisie des données, parce que sinon ils vont se restreindre, puis après ils vont refuser de donner des données, ils vont refuser justement de donner des données, des informations, de les récupérer, et finalement le système va s'appauvrir, quoi. Donc l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies permettent justement d'avoir des données très très riches pour des usages futurs. Merci Dominique. Donc en conclusion, en fait déjà un premier temps où on retient en tout cas qu'il n'y a pas de gestion des déterminants environnementaux se passe dans l'environnement, de connaissances en matière de compréhension de ces impacts, de ces déterminants environnementaux sur notre santé, mais aussi sur la santé animale, la santé humaine. On a abordé l'approche une seule santé. C'est vraiment important pour nous d'avoir cette approche très intégrée, très intégratrice. Ça suppose beaucoup de pluridisciplinarité, ça suppose aussi beaucoup d'harmonisation des méthodologies. Il y a des questions d'accès, de droit d'accès aux données. On voit que c'est vraiment en tout cas une question très complexe, cette question de la donnée, et qu'elle est au cœur des décisions publiques que l'on peut prendre dans les ministères comme le ministère de la Transition écologique. Et du coup, c'est vrai que
notamment dans le cadre du plan national santé-environnement, qui est cette politique incitative de prévention majeure en matière de gestion des risques en santé-environnement. Eh bien, on a cette question de la donnée à travers les projets du Green Data for Health connectés au projet du Health Data Hub. Donc, ces deux plateformes, bases de données qui ouvrent une perspective d'appariement et d'exploitation des données accessibles à tous, c'est-à-dire quelque part accessibles aux acteurs qui travaillent à la gestion des risques ou à l'expertise autour de la gestion des risques. Et donc, je vais laisser la parole cette fois-ci en fait aux collègues du Green Data for Health pour parler en fait de ce projet très innovant et de son articulation avec ce que Carole a évoqué tout à l'heure, le Health Data Hub, qui sont vraiment deux projets miroirs. Et pour vous dire, on a eu une réunion de nos directeurs généraux ce matin, le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, et le directeur général de la prévention des risques, Cédric Bourrillet. Et Je pense qu'on a perdu Karine. On a perdu Karine, oui. Du coup, Marie, enchaînée, non? Avec le micro. Avec le micro. On ne vous entend pas. Bon. On a perdu également. Oui. Moi, je vous rejoins juste, Dominique, en parallèle, en attendant sur le… Ah, bon. On a retrouvé Marie. On ne vous entend toujours pas, Marie. Je vous rejoins, Dominique, sur le sujet de l'importance de l'intelligence artificielle, et je pense qu'il y a beaucoup de travaux à faire en commun sur les signaux faibles qu'on peut identifier grâce à l'IA. Nous, on travaille sur la radiologie, sur l'imagerie, sur des volumes de patients où on a des signaux faibles. Je pense qu'il y a des méthodes à partager aussi ensemble pour travailler sur ces sujets. Pardon. Karine, on a loupé la fin de ton intervention. C'est pas grave, vous avez du coup enchaîné, ça s'est déconnecté. Voilà, mais c'était en tout cas l'invitation. J'imagine que du coup, vous avez pu exposer l'appel à projet. Pas encore. Nous avons Marie qui est de retour. Ah, pas encore. Pas encore, voilà. Mais pas avec le bon nom. Merci beaucoup à Dominique, parce que les initiatives santé-environnement commencent par la synergie, comme vous pouvez le voir. Très bien. Je propose d'introduire rapidement le Green Data for Health, c'est une initiative dont nous voulions vous parler avec Carole aujourd'hui. Le Green Data for Health a été cité et il s'agit effectivement d'une des actions phares du 4e plan national santé-environnement qui a pour objectif de faciliter la mobilisation des données par les acteurs, donc à la fois de la recherche, mais également les organismes publics d'expertise sur les enjeux de santé-environnement qui ont été cités aujourd'hui. On parlait de repérabilité des données, d'accès aux données environnementales et également de santé, également les traitements et la mobilisation de ces données qui peut être relativement complexe dans certains des cas. Le Green Data for Health se structure autour d'une offre de services divisée en plusieurs briques. Une brique qui permet de recenser des données environnementales utiles sur le champ de la santé-environnement et qui sera disponible en ligne et diffusée largement dans les prochaines semaines. Une deuxième brique sur des outils juridiques qui seront également bientôt mis à disposition pour accompagner et en tout cas aider les producteurs de données et également les consommateurs à pouvoir accéder aux données environnementales existantes et qui auraient un accès restreint. Et le dernier point concernant l'animation d'une communauté de la donnée santé-environnement et donc des actions d'animation. Et notamment, nous avons le plaisir avec Carole présente aujourd'hui de vous annoncer l'ouverture d'un appel à projet conjoint entre le Health Data Hub et le Green Data for Health intitulé La donnée au service de la recherche et de l'innovation en santé-environnement et qui a pour objectif de sélectionner 4 projets lauréats pour les accompagner humainement et avec un financement jusqu'à hauteur de 135 000 € pour les aider justement à mobiliser les données environnementales et sanitaires nécessaires à la réalisation de leurs travaux. Voilà, que ce soit sur les aspects de repérabilité de la donnée,
d'accès. Carole a pu aborder notamment les processus d'accès aux données de santé et également la mobilisation, que ce soit par le biais de pré-traitement ou de mise au bon format de données, par exemple. Voilà, donc c'est l'annonce que nous souhaitions vous faire aujourd'hui, toujours pour contribuer dans ces enjeux de mobilisation des données. Nous allons vous partager le lien dans le chat juste après. Oui, peut-être juste pour compléter, donc l'accompagnement au-delà de l'accompagnement financier, en tout cas côté Health Data Hub, c'est un accompagnement humain avec un cadrage pour aider surtout la partie propriété intellectuelle, partage réglementaire, soumission au comité d'éthique qu'on a abordé, soumission à la CNIL si nécessaire, accès à une plateforme technologique à l'état de l'art avec des outils qui permettront de travailler des gros volumes de données, de croiser ces données avec des experts, en tout cas côté santé, qui auront le plaisir de travailler avec des experts côté environnement. Donc, on est vraiment ravis de cette initiative qui est le début, une petite graine plantée pour, j'espère, de nombreux autres projets santé-environnement. Bien, écoutez, merci à toutes et à tous. Je remercie donc nominativement Carole, Marie, Martine, Sébastien, Dominique pour avoir accepté d'intervenir dans cette table ronde. Et puis du coup, voilà, cette conclusion avec cette annonce d'appel à projet entre les deux plateformes, eh bien ça va. On vous espère très nombreux à répondre à cet appel à projet parce que ça va nous aider à résoudre un petit peu les mystères de l'exposome au cœur un peu du réacteur du Plan national santé-environnement. Donc voilà, merci à toutes et à tous et nous sommes, je pense, chacun d'entre nous à votre disposition si vous souhaitez poursuivre les échanges par la suite. Et je me permets rapidement, comme il s'agit de la toute dernière table ronde du Meetup Green Tech, est-ce qu'on a le temps de prendre des questions? D'accord, ben je me permets de prendre quelques questions. Je ne sais pas si Karine, vous avez accès au chat pour prendre des questions, sinon je pense que je vois un accès. Alors, il y a sans doute des questions. Alors, par exemple, à propos des données citoyennes, des dispositions nationales relatives à l'altruisme en matière de données, data environnementales sont-elles à l'étude en prenant garde aux nécessaires besoins de mise en place de protocoles? Donc, ça, c'est une question de Jean-Yves Châtelier de l'INERIS. Alors, je ne sais pas si côté Green Data for Health ou Health Data Hub, vous avez des informations sur ces questions en fait finalement de propriété, de droit d'accès de ces données. Oui. Alors, nous, de notre côté, c'est vrai que les données citoyennes, le Green Data for Health, dans un premier temps, comme c'est un dispositif tout récent, on est vraiment axé sur des données publiques provenant d'organismes publics. Tout à l'heure, par exemple, Martine citait l'INERIS ou même Santé publique France. Voilà, on est vraiment axé sur ces données-là. Nous n'avons pas encore abordé le sujet des données citoyennes. Cela viendra dans un second temps. C'est ce que je peux vous dire à présent, mais au plaisir pour échanger plus amplement sur le sujet. Donc, il y avait aussi des questions pour, c'est pareil, c'est des questions un peu d'accès aux informations, de statut des informations pour que les données soient faires, donc soient équitables. J'essaye de remonter le chat. Les préoccupations qui arrivent en tête portent sur une mauvaise utilisation de la donnée et de la connaissance, valorisation scientifique et ou médiatique. Donc, c'est la question aussi de la manière dont on fait usage de ces données, la manière dont on a la capacité de les interpréter, les contextes aussi voilà, qui sont le contexte de genèse de ces données et d'exploitation de ces données est aussi important. Donc, c'est des points de préoccupation, des points de vigilance. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole sur ce sujet. Oui, peut-être. Oui. Sébastien, allez-y. Non, allez-y, Carole, je complète. Oui, vous compléterez. Oui, ce sont des sujets qu'on a également sur des questions de producteurs de données, parce qu'on sait à quel point ça peut prendre du temps. En tout cas, dans la donnée de santé, la donnée de santé, ça se raconte beaucoup. Et pour passer de la première utilisation du soin du patient jusqu'à la réutilisation, il faut construire des entrepôts, il faut structurer de la donnée. Ça prend énormément de temps. Donc, l'idée aussi de partager de données vient toujours avec la question de la reconnaissance, la valorisation.
scientifiques et médiatiques. Je pense que c'est aussi l'idée des plateformes comme les nôtres de pouvoir mettre en valeur ces initiatives, de pouvoir mettre en valeur auprès de la communauté toutes ces données en partage, éventuellement à un moment ouvrir des appels à projets pour l'usage de ces données, comme on commence à le faire aussi aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on est de plus en plus dans un programme pour l'ouverture des données, de gouvernement ouvert, donc c'est aussi important d'être dans cette démarche-là, et je pense qu'elle sera de plus en plus valorisée pour la communauté, et de montrer que finalement toutes ces données qui ont été produites, pour certaines avec des financements publics également, eh bien, vont permettre de servir l'intérêt général. Donc, mais cette question de la valorisation scientifique, elle est importante. Alors nous, côté santé, on a des comités d'éthique et scientifiques qui vérifient aussi les méthodologies, l'intérêt, la finalité, et j'imagine que c'est fait de la même manière côté environnement, d'avoir un certain label finalement sur la nature des études. Sébastien, vous vouliez répondre également? Non, c'était vraiment dans la lignée de ce que vient de dire Carole. Moi, je pense que c'est un point extrêmement important que d'être attentif à la bonne valorisation des croisements de données, parce que statistiquement, c'est toujours facile de croiser des données. Après, mettre un sens derrière, au regard aussi du respect de l'éthique et de l'intégrité scientifique, c'est aussi quelque chose qui me semble fondamental. Et la production de la donnée peut venir d'institutions publiques ou pas. Ce qui me semble important, c'est de protocoliser qu'à un moment donné, il y a un cadre et un référentiel et qu'on puisse se fier à ces cadres et ces référentiels. Merci. Il y avait également des questions autour du sujet de la publication, l'accès en fait aux connaissances et puis l'articulation avec les temps médiatiques et comment positionner temps médiatique, temps ou temporalité des médiatiques, temporalité scientifique. On pourrait ajouter temporalité politique et temporalité des gestionnaires de risques. Tout ça, c'est des temporalités spécifiques. Chacun a des contraintes. Et en tout cas, peut-être qu'un plan incitatif, un plan comme le plan national santé-environnement, ça montre un petit peu l'équilibre pour un peu réussir à gérer ces différentes temporalités, puisqu'en fait, on donne le temps à la recherche pour faire ces accès aux connaissances, donc accès aux données, compréhension des données, appariement des données, c'est des pas de temps assez longs. Mais en tout cas, on appuie pour qu'il y ait des projets comme les rapprochements entre ces deux plateformes évoquées tout à l'heure, pour pouvoir ensuite les réinjecter dans l'évolution du plan. Et puis en même temps, on n'attend pas et donc on prend des actions, mais des actions un peu à l'aveugle, c'est-à-dire qu'on aura des actions pour essayer de mieux diminuer les expositions dans l'environnement. Et puis on a aussi des actions qui permettent de sensibiliser les différents acteurs, des citoyens, pour leur permettre d'être plus acteurs de leur environnement, de leur choix, en toute connaissance de cause, mais aussi de professionnels qui sont des relais auprès des citoyens, les professionnels de santé par exemple, mais aussi d'autres secteurs économiques, professionnels pour avancer sur des démarches plus volontaires de réduction des expositions ou d'usage de certains produits, par exemple dans les produits de consommation. Je regarde s'il y a d'autres questions. Je n'en vois pas de nouvelles. Et puis, il y avait enfin une remarque sur mesurer l'exposome, le Graal de l'exhaustivité qui semble accessible grâce à la multiplication des capteurs, ou après, il y avait une petite pointe d'humour, ou réponse à la flemme de construire un plan d'expérience. Donc, en tout cas, effectivement, la difficulté de pouvoir appréhender de manière la plus exhaustive possible l'exposome, mais n'empêche qu'on est quand même engagé dans l'approche exposome. Donc, pour mieux comprendre ces différentes fenêtres d'exposition tout au long de la vie, et justement, on a tout au long de la vie, c'est même très en amont de la vie, puisqu'on a notamment le site. J'en profite, Sébastien, je peux te laisser la parole pour que tu parles du site Les 1000 premiers jours, qui est un site qui permet de montrer que la question de l'exposome on l'aborde en tout cas dès la conception même avant la conception. Je vais parler du site Les 1000 premiers jours. On a effectivement développé un site autour de la période des 1000 premiers jours. Donc, comme son nom l'indique, les 1000 premiers jours de vie, qui est une période particulièrement importante à considérer d'un point de vue des expositions, donc qui ne porte pas que sur la question de l'exposition aux substances chimiques, mais qui s'inscrit bien dans une approche globale de l'environnement. Et donc, vous pouvez consulter ce site-là sur Internet. Donc, c'est 1000 premiers jours,
je n'ai plus exactement le titre en tête, mais je peux vous le retrouver et certainement qu'on peut le diffuser via les organisateurs de la conférence. Je voulais apporter aussi un complément sur l'exposome. Donc aujourd'hui, effectivement, on parle des données et donc on a derrière l'idée sur les indicateurs de mesure de la qualité de l'environnement, donc substances chimiques par exemple, ou d'autres paramètres qui ont pu être évoqués. Il ne faut pas oublier que le lien, l'apparition de pathologie est aussi liée à un certain nombre de déterminants autres que l'exposition à des substances chimiques par exemple, et en particulier les déterminants sociaux, et que les conditions d'égalité sociale ou d'inégalité sociale peuvent induire des conséquences en matière de nuisances environnementales qui sont supérieures en fait que des populations qui seraient favorisées. Donc il y a cette dimension aussi un peu humaine et sociale qui est importante à intégrer dans la dimension de l'exposome. Donc les capteurs effectivement ne suffiront pas à caractériser l'exposome, autrement dit. C'est clair. Et là, on en revient aussi à l'approche pluridisciplinaire et du coup, les données de santé, les données environnementales et aussi les données socio-économiques. Enfin, on a une approche intégrée, une seule santé, c'est ça aussi. Et du coup, ça mobilise des clés de lecture au-delà des clés des écotoxicologues, des toxicologues, des épidémiologistes, des médecins, des vétérinaires, aussi des sciences sociales, l'éclairage des sciences sociales de plus en plus. Absolument. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, peut-être Martine, lève la main. Oui, peut-être juste un tout petit complément là, à ce qu'on vient de dire ensemble, sur justement, pour avancer sur tous ces sujets, l'importance que j'ai notée trop rapidement sur la représentativité de tout ce qu'on manipule finalement. Et donc, on a évoqué effectivement avec raison et avec Monsieur Poul les questions de représentativité spatiale et le fait d'avoir effectivement des données spatialisées, mais la représentativité temporelle est également tout à fait indispensable et c'est vraiment un point sur lequel il faut qu'on soit très, très attentif pour avancer sur tous ces sujets. Et voilà. Et puis sinon, c'est clair que il faut qu'on poursuive nos efforts en termes de production, de référentiels, de production méthodologique, pour que tout ça, tout ce qu'on attend soit possible. De beaux défis. Merci Martine, je pense que c'est une bonne phrase de conclusion. Tout à fait. Et d'ailleurs, je me permets sur ces mots de la fin de remercier Karine pour avoir animé cette table ronde, nos intervenants, Dominique qui est toujours à mes côtés, que je remercie pour le switch. Et puis, comme cette table ronde clôture justement les tables rondes du Meetup, je voulais également remercier tous les organisateurs de la Green Tech Innovation, les différents participants qui ont pu être présents à la Station F mardi ou à distance ces 2 derniers jours, tous les intervenants. Et il ne me reste plus qu'à vous dire que les rendez-vous d'affaires se poursuivent jusqu'à ce soir. N'hésitez pas à prendre de nouveaux rendez-vous. Et puis, écoutez, on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour le Meetup Green Tech 2023.